Bonsoir tout le monde. Alors, je me suis rendu compte en fait que je ne vous avais jamais présenté Dragonfly BSD. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, son icône est une libellule, comme son nom l'indique, Dragonfly. Euh, et donc, je vais vous présenter en fait la dernière version qui est Dragonfly BSD 6.4.2. Donc en fait, pour faire une petite introduction de ce système, Dragonfly BSD est à l'origine un fork de FreeBSD 4.8 qui a été créé par Matthew Dillon en 2004. Matt Dillon est un ancien développeur de FreeBSD et s'il a créé Dragonfly BSD, c'est suite à un désaccord sur le système de trading et la gestion du SMP, donc qui est un acronyme qui signifie Symmetric Shared Memory Multiprocessor. Donc en français, vous pouvez le traduire par multiprocesseur symétrique. Parmi les différences les plus notables entre FreeBSD et Dragonfly BSD, il y a le noyau, qui est un noyau monolithique modulaire sous FreeBSD, alors que Dragonfly BSD utilise un noyau de type hybride et c'est à ma connaissance le seul BSD à utiliser ce genre de noyau, mais dans la réalité, il n'y a pas une différence significative entre ces deux types de noyaux. C'est juste que l'ordonnanceur en fait exécute les processus de façon légèrement différente. Sous Dragonfly BSD, le SMP se base sur LWKT, donc qui est également un acronyme qui signifie Light 8 Kernel Thread, alors que FreeBSD utilise un SMP classique, tout comme Linux. Disons que Dragonfly BSD serait un peu plus optimisé pour les systèmes multiprocesseurs ayant de nombreux cœurs et les systèmes parallélisés. Sinon, Dragonfly BSD utilise son propre système de fichiers de nouvelle génération qui se nomme Hammer 2. Pour être honnête, il n'est pas plus efficace que ZFS, qui est très mature. Par contre, il est très optimisé pour les médias de stockage de type SSD. Donc, après cette courte introduction, je vais vous montrer le site officiel de Dragonfly BSD, donc qui est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, il est relativement simple. Donc voilà, vous avez tout un tas l'histoire de Dragonfly BSD, performance, la team, des images, donc c'est sans doute des screenshots. Donc des miroirs, la partie téléchargement, partie documentation qui est très importante, les sources, etc. Enfin voilà, donc vous voyez la page d'accueil. Donc comme je vous l'ai dit, la version actuelle est en version 6.4.2. Donc nous allons nous rendre dans la partie donc download pour télécharger Dragonfly BSD et en fait vous avez le choix soit de télécharger donc une image USB pour faire une installation via une clé USB ou ISO pour une installation classique. Donc là, en fait, c'est une ISO, mais compressée avec le programme BZIP. Donc du coup, nous allons pour notre part télécharger directement l'image ISO décompressée. Donc qui est celle-ci. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé, donc inutile de le faire à nouveau.
Et je vais désormais en fait lancer l'hyperviseur KVM pour vous montrer en fait comment on installe ce système. Alors donc tout d'abord, hop, on sélectionne le média d'installation, donc qui est celui-ci. Voilà, donc là, aucun média détecté, donc on tape, alors inclure les systèmes, donc on sélectionne la dernière version en date sur l'émulateur, sur l'hyperviseur. Donc nous cliquons sur suivant. Là, nous allons augmenter la taille de la mémoire vive. On va mettre 2 cœurs de CPU. Alors là, nous sélectionnons désormais le disque dur virtuel, donc qui est celui-ci. Et là, donc, on nous demande un nom pour notre machine virtuelle. Donc, on va lui donner ce nom-ci, donc Dragonfly BSD 6.4.2 et X64, c'est pour l'architecture de processeur. Donc, on va cliquer sur personnaliser la configuration avant l'installation et on va l'installer par UEFI, mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez également l'option BIOS, mais on va faire ça en mode UEFI. Sinon, je regarde au niveau des réglages, tout me semble bon, donc on peut commencer l'installation. Alors, j'appuie sur Entrée. Alors, il faut un peu de temps pour que ça boot, hein. Alors, sachez que Dragonfly BSD étant un fork de FreeBSD, en fait, il s'en rapproche énormément par ses commandes. Par exemple, les commandes pour charger les modules du noyau Dragonfly BSD sont identiques à celle de FreeBSD. Donc c'est le programme KLD, donc KLD stat pour lister les modules, KLD load pour charger un module, KLD unload pour en décharger, etc. Donc vous avez beaucoup de commandes similaires. Alors, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, l'installation est un peu particulière. Alors, donc là, comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas d'installateur directement, mais en fait, on vous propose en fait d'installer le système en tapant donc installeur au niveau du login. Donc, par contre, sachez que votre clavier est en QWERTY. Donc, nous allons taper installeur, voilà, avec donc un Q pour avoir le A. Donc on lance voilà l'installation. Alors configure, ouais, ça configure le disque dur. Donc retourne au menu et maintenant on installe Dragonfly BSD. Alors je sais pas, voilà. Donc, on a sélectionné UEFI, donc voilà.
Donc du coup, il y a plusieurs systèmes de fichiers proposés. Donc le classique Unix File System. Donc MR1 qui est donc pareil un fichier de nouvelle génération qui était la première itération du système de fichiers Madin Dragonfly BSD. Et pour notre part, donc nous allons sélectionner la deuxième version, donc MR2. Donc là, vous pouvez voir les sous-volumes qui vont être créés, donc boot, la racine, donc le swap et build. Donc alors, on appuie sur la touche tabulation et on met accept et donc create. OK. Donc là, nous pouvons mettre begin installing file. Alors normalement, l'installation de Dragonfly BSD ne met pas énormément de temps, mais on va voir ça. Mais je ne devrais pas avoir à mettre la vidéo en pause. Euh, bon, là, on est à 54%, mais normalement, ça devrait s'installer assez rapidement. Alors, donc là, on nous propose donc soit de rebooter directement, mais on ne va pas faire ça parce qu'en fait, il faut qu'on configure donc notre système, entre autres les locales, la disposition du clavier, le réseau, etc. Donc, on met configurer ce système. Donc, on commence par le time zone, donc le fuseau horaire. Donc là, nous mettons no. Donc alors on sélectionne Europe et Paris si vous êtes en France. Paris c'est plus bas. Non mais qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà c'est là. Paris. Ok. Donc normalement la date et l'heure devraient être correctes. Donc c'est bien le cas. Ok, donc maintenant, là nous sélectionnons donc la disposition clavier. Donc on va dans FR et on sélectionne la disposition par défaut, c'est très bien. Donc on va configurer un mot de passe pour route, pour le compte route. Donc voilà. Alors on valide. Donc, et on accepte. Donc le mot de passe est changé. Donc on va ajouter un utilisateur. Donc alors, voilà. Donc le nom réel. Voilà. Et on lui met un mot de passe. Alors, bin tcsh, donc on garde ce shell par défaut. Là, il faut renseigner le répertoire de notre utilisateur, donc home. Et là, en fait, on nous propose d'entrer l'idée donc l'identifiant donc numérique de l'utilisateur. Donc, par défaut, il me semble que ça doit être 1001, comme sous FreeBSD, mais nous allons mettre 1000 pour être compatible avec Linux. Donc au niveau du login group, inutile de mettre quelque chose, ce sera Beastie.
Et là, on peut ajouter d'autres groupes. Donc ça, c'est très important. Alors, on ajoute déjà le groupe Wells et on sépare en fait les groupes par des virgules. Donc, je me suis trompé. Voilà, pam. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme autre groupe? Ah oui, ce groupe. Et pour finir, voilà. Donc là, normalement, on est bon. Donc, on configure maintenant le réseau. Donc l'interface, c'est EM0, parce que ça, c'est la boucle, en fait, elle au 0. Alors, utiliser DHCP, donc oui, pour une configuration automatique. Alors, du coup, là, ça nous met... voilà, statut actif. Donc là, on peut configurer le hostname. Donc, on va mettre dflybsd, c'est très bien. Et donc, on ne met pas de domaine, c'est inutile. Euh, et là, en fait, c'est pour modifier les polices de la console. Donc, c'est pas utile de le faire. Et là, en fait, c'est pareil, c'est par rapport à l'écran, mais c'est pas utile de le faire. Donc, on peut retourner au menu d'accueil. Donc voilà, donc l'installation est terminée. Donc, nous pouvons rebooter le système. Alors, comme vous pouvez le voir, le système est bien installé. Donc, je vous ai montré l'installation du système parce qu'elle est quand même un peu particulière. C'est pas une installation qui est vraiment typique des BSD. Euh, donc voilà, ça me semblait important de vous montrer comment on installe ce système. Alors, du coup, là, nous allons entrer notre utilisateur et on renseigne son mot de passe. Donc, pour plus de simplicité, en fait, on va se connecter via SSH avec un terminal et on va rentrer donc l'adresse IP qui est donc qui finit par 48. Donc alors, hop. Donc 48. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, apparemment, c'est une adresse qui a déjà dû être utilisée. Donc, on va apparemment, il doit y avoir un souci au niveau de la configuration du serveur SSH de Dragonfly BSD. Donc, on va se loguer en route. Et on va aller dans le fichier de configuration du serveur. Alors, SSH et voilà.
Donc on va regarder ce qui peut poser problème. Hop, hop, hop. Ah, voilà, c'est ici, il me semble. Alors, on va mettre yes et on va voir si ça résout le problème. Mais déjà, ça normalement, alors on va bien évidemment redémarrer le serveur SSH. Voilà. Et on va se rendre sur notre terminal. Donc, alors. Et là, oui, comme vous pouvez le voir, on est bien connecté à Dragonfly BSD. Donc, on peut faire un petit tunem A. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc le nom du système, donc suivi de sa version. Donc ça, c'est la version du noyau. Si vous tapez une MR, c'est ce que ça indiquera. Et là, ensuite, c'est l'architecture, donc Intel ou AMD en 64 bits. Donc, là, je vais vous montrer quand même un petit peu la racine. Donc, alors, pour un peu plus de confort, on va taper un alias qui va nous permettre de différencier les répertoires des fichiers. Donc voilà. Là, ça vous permet de voir les fichiers à la racine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sensiblement pareil que pour FreeBSD. Donc on va ouvrir quand même un autre shell, un autre onglet, je veux dire, et on va copier cette commande. Et on va se connecter en tant que route. Là, si je peux me connecter directement en tant que route, c'est parce que j'ai ajouté en fait les groupes Wells, Operator, entre autres, au groupe à mon utilisateur Beastie. D'ailleurs, on peut regarder les groupes de Beastie. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a Wells, Operator, Vidéo et Dialer. Donc, on va regarder. Alors, donc un peu. Alors, c'est comme les distributions BSD les plus courantes, en fait. La distribution vraiment de base, en fait. Tout se trouve, en fait. Tout hormis USR local fait partie de la distribution de base de Dragonfly BSD. Donc on peut regarder déjà les binaires qui se trouvent dans bin. Donc c'est les binaires vraiment par défaut. Donc comme vous pouvez le voir, après vous aurez la possibilité de mettre pause pour voir les binaires en détail. Et là, au niveau de SBIN, c'est voilà, c'est binaire. Voilà, voilà. Et donc, parmi la distribution, il y a également les binaires présents dans USR-bin et donc USR SBIN qui sont des binaires pour l'administration, tout comme le sont SBIN au niveau de la racine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, qui se trouve ici. Donc voilà, pareil, hein, je vous laisserai le temps de regarder
tous les binaires qui sont inclus dans la distribution. Et en ce qui concerne les logiciels que vous allez installer, ils se retrouveront dans USR local. Oui, USR local. Et là, comme vous pouvez le voir, sous Dragonfly BSD, il y a déjà en fait des logiciels installés par défaut. Donc très peu, mais c'est pas courant par rapport aux distributions BSD en général. En principe, il n'y a aucun binaire de préinstallé dans USR local. Mais sachez que tous les paquets que vous installerez via Dragonfly BSD seront installés dans ce dossier pour en gros séparer vos paquets installés de la distribution de base. Donc on peut regarder dans SBIN. Et là, oui, en gros, il n'y a que le binaire PKG. Donc, ouais, il faut savoir en gros que le gestionnaire de paquets sous Dragonfly BSD est le même que sous FreeBSD, donc qui se nomme PKG NG et qui a donc comme commande PKG. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, c'est les mêmes commandes. Vous avez exactement les mêmes commandes que sous FreeBSD. Par contre, au niveau du catalogue des logiciels portés, donc des logiciels sources, en fait, ce n'est pas les ports comme sous FreeBSD, mais c'est un fork des ports de FreeBSD qui se nomme des ports. Des ports. Donc après, je ne sais pas s'il est installé par défaut dans USR, mais je n'ai pas l'impression. D'ailleurs, on peut faire de même au niveau de l'alias. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Donc oui, comme vous le voyez, donc voilà, on a fait à peu près le tour des programmes inclus dans la distribution. Et sinon, il y a également quelques programmes normalement dans libexec qui sont des programmes tels que SFTP, NetTalkD, c'est des FTPD, donc un serveur FTP. Enfin, comme vous voyez, c'est des services réseau en fait la plupart du temps. Donc voilà pour la présentation. Et sinon, il faut savoir que sous Dragonfly BSD, déjà, il y a les JAI, en fait, qui sont également incluses, donc qui sont l'équivalent de LXC sous Linux, en quelque sorte. Mais il y a également en fait la possibilité de virtualiser en fait un noyau donc qui se nomme vkernel et en fait qui s'installe en espace utilisateur et qui permet par exemple de coder un noyau Dragonfly BSD sans toucher à celui de l'hôte. Donc ça peut être pratique. Normalement, ce noyau se trouve dans USR share et V. C'est pas sûr que ça soit là-dedans. On peut taper, on va regarder vkernel. Ah oui, apparemment on peut l'activer en fait directement en tapant la commande service suivi de vkernel
Et là, on peut voir le statut. Enfin, non, ça n'affiche pas de statut, mais on peut l'activer. Voilà, comme ça. Et là, est-ce que ça va afficher un statut? Non. Enfin bon, bref, je n'étais pas là pour vous présenter cette fonctionnalité, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a cette technique de virtualisation supplémentaire que vous n'avez pas sous FreeBSD. Donc, je pense avoir fait le tour de la... Donc, on va faire un petit ping pour voir que le réseau fonctionne bien. Enfin, que la connexion à Internet fonctionne bien. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Je pense avoir fait le tour de la distribution. Sinon après, au niveau du répertoire boot, vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même relativement similaire en fait à FreeBSD. Donc il y a le fichier loader.conf et après pour le kernel, en fait le noyau en lui-même se trouve donc dans boot, kernel, et le noyau en lui-même est kernel. Donc d'ailleurs, on peut voir exactement la taille qu'il fait en mégaoctets. Donc comme vous pouvez le voir, il fait 114 mégaoctets. Et après, dans le répertoire ls boot kernel, il y a des modules en gros du noyau. Donc comme sous FreeBSD. Donc la couleur rouge n'est pas la plus agréable pour voir les binaires, mais ouais, j'aurais dû voir ça auparavant. Modifier un peu la couleur du terminal, la couleur de fond du terminal. Voilà ça, le répertoire boot. Et sinon aussi on peut voir le répertoire etc. Donc qui contient grosso modo les mêmes fichiers que sous FreeBSD. Hein. C'est une distribution qui est relativement comment dire qui est relativement similaire à FreeBSD hormis son noyau hybride qui change un peu les choses. Donc voilà, on a fait le tour donc de cette distribution. Donc nous allons pouvoir éteindre le système. Donc shutdown p no. Normalement, il devrait s'éteindre. Et voilà, le système est éteint. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.